Alors, bonsoir. Nous espérons que vous vous portez bien. Nous allons parler de la mesure de performance et plus particulièrement de l'analyse de l'efficience. Donc, il y a plusieurs mesures de performance, dont l'efficience. Donc, nous allons nous focaliser sur la mesure de l'efficience. Bien sûr qu'on va parler d'une manière générale des autres mesures et également on va utiliser Stochastic Frontier Analysis SFA pour cette mesure. Donc, il y a également plusieurs méthodes de mesure également. On va aller en large, en long et en large pour parler de toutes ces histoires-là. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme ça, vous allez avoir des vidéos là, à tout moment que nous allons mettre à disposition des tutos. Vous allez toutefois les avoir. Hum. Donc, les principaux fondamentaux de la mesure de performance, comme je le disais, il y a plusieurs manières de mesurer la performance. On mesure la performance de quoi? On peut mesurer la performance des ménages agricoles, on peut mesurer la performance des fermes agricoles commerciales, agricoles comme les fermes laitières, on peut mesurer la performance des institutions financières comme les banques, on peut mesurer la performance des les institutions d'éducation comme les universités. On peut mesurer presque la performance de tout. Donc, il y a plusieurs manières de mesurer la performance. Donc, dans le plus utilisé ou bien le plus exact est l'efficience. Donc, ici, par exemple, on peut mesurer l'efficacité. Une fois qu'on mesure l'efficacité, on va dire qu'on mesure la performance. On peut mesurer la productivité, on peut mesurer la rentabilité, on dit aussi qu'on mesure la performance. Donc, ici, dans notre cas, nous, on va se focaliser plus sur l'efficience. Donc, d'une manière générale, il faudrait qu'on essaie de comprendre, par exemple, la différence entre efficacité et efficience. OK? Donc, efficacité, par exemple, c'est le fait de pouvoir atteindre un objectif défini. Donc, ici, on se focalise sur le résultat. Donc, quelles que soient les ressources utilisées, il faut l'atteindre quand même. C'est ça l'efficacité. Donc, l'efficience, il faut atteindre l'objectif, mais on fait beaucoup attention aux ressources utilisées. Il faut utiliser le mot possible de ressources pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, c'est ça l'efficience. Donc, c'est cette différence-là entre efficacité et efficience. L'efficacité se focalise sur les résultats, alors que l'efficience se focalise non seulement sur les résultats, mais surtout et surtout sur les intrants. Donc, je vais essayer de vous montrer un exemple de l'efficacité et de l'efficience. Dans ce cas, par exemple, nous avons des sociétés, la société A, la société B. Donc, le résultat cible, c'est de produire 10. OK? Donc, ici, on voit ici, par exemple, que la société A est arrivée à ces 10-là avec un intrant, donc, utilisé deux intrants. Donc, la quantité de travail, c'est 2 unités. Et maintenant, la société B également a atteint son objectif, à l'objectif 10, mais a utilisé 5 unités d'intrants. Donc, vous voyez un peu ici, l'entreprise B est efficace, OK? Parce que l'entreprise B a atteint son objectif. Donc, on ne se soucie pas des intrants utilisés ici. Donc, ici, l'entreprise a non seulement atteint son objectif, mais a minimisé également l'utilisation des intrants, utilisé seulement deux. Donc, l'entreprise efficiente ici, c'est l'entreprise A. Donc, comme toutefois, vous pouvez voir, bon, une unité de travail a été utilisée pour produire 5. Donc, 2 unités ont produit les 10. Une unité de travail ici a été utilisée pour produire 2. Donc, 5 unités de travail ont produit 10. Donc, ils ont mis plus d'intrants là. Donc, c'est ça la différence entre efficacité et efficience. Maintenant, autre mesure de performance comme productivité, qu'est-ce que c'est? On a également 2 mesures de productivité. On a ce qu'on appelle productivité partielle et productivité totale. La productivité partielle, c'est quand on se réfère à l'intrant unique. Par exemple, ici, nous pouvons avoir un train de travail, un train de terre. Donc, on parle de la productivité en se référant de l'intrant travail seul et en se référant également de l'intrant terre seul. Donc, dans ce cas, nous parlons de productivité partielle. Maintenant, la production totale, c'est quand on utilise la production agrégée, toute la production qu'on a eue, et maintenant l'agrégation également des intrants. Donc, on fait la production sur les intrants. On a notre
productivité totale. Donc, on essaie d'aller de travers sur les différentes mesures de performance. Mais en toutefois, comme je le signale, nous allons plus nous focaliser sur la mesure de l'efficience, surtout l'efficience technique. OK. Maintenant, il y a plusieurs moyens de mesurer l'efficience. Les mesures d'efficience sont plus précises que les mesures de productivité, comme je le disais un peu en haut. Maintenant, il y a plusieurs moyens de mesurer l'efficience. Donc, il y a des méthodes paramétriques, des méthodes non paramétriques et des méthodes semi-paramétriques. On a des vidéos qui parlent en long, en large de ce que c'est qu'une méthode paramétrique et non paramétrique. OK. Une méthode, en bref, une méthode paramétrique, c'est une méthode qui a des conditions, un certain nombre de conditions. Une méthode non paramétrique, un peu allégée par rapport aux conditions ou bien pas totalement de conditions. Donc, d'une manière brève, c'est ce que nous pouvons dire. Donc, comme méthode non paramétrique pour la mesure d'efficience, nous avons ce qu'on appelle Data Envelopment Analysis, c'est ce qu'on appelle DEA ou bien DEE. OK? Et nous avons la méthode paramétrique Stochastic Frontier Analysis, SFA. C'est ce que nous allons utiliser ici quand même. Donc, et nous avons également une méthode non paramétrique. OK, donc comme vous pouvez voir, si par exemple, vous voulez utiliser une méthode non paramétrique, c'est ça, hein? Data Envelopment Analysis et une méthode non paramétrique stochastique, et méthode paramétrique plutôt, approche paramétrique, stochastic frontier analysis. OK. Maintenant, chaque méthode a ses caractéristiques, par exemple, hein, qui va vous permettre d'une manière d'une autre de pouvoir faire le choix de votre méthode. Hein. Donc, ici, donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Le SFA, Stochastic Frontier Analysis, dans les caractéristiques sont quoi? Donc, ici, par exemple, on dit que le rendement de la production est soumis à des chocs aléatoires qui ne sont pas maîtrisés par le chef d'entreprise. Donc, on assure une forme fonctionnelle. Donc, avec cette fonction, nous avons deux termes d'erreur. Il y a d'abord le bruit ou bien erreur aléatoire et l'autre c'est l'inefficacité. Donc, c'est cette méthode-là, comme je l'ai souligné, ou bien cette approche-là, paramétrique-là que nous allons utiliser ici. Donc, ici, également, autorise uniquement le rendement unique, c'est-à-dire que, ou agrégé, ou quand vous avez un résultat, vous avez output, il faudrait que ça soit 1. Donc, vous utilisez en même temps la production, toute la production, ou bien le output agrégé ensemble. C'est seulement unique. Donc ici, si par exemple, cela voudrait dire que si vous voulez mesurer la performance et vous avez plusieurs résultats, vous avez plusieurs outputs par exemple, cela voudrait dire que vous ne pouvez pas envisager d'utiliser cette méthode par exemple. Vous voyez? Et maintenant, le DA, Data Envelopment Analysis, les caractéristiques sont quoi? La fonction A génère une fonction de production grâce à la programmation linéaire. Maintenant, ici, ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est qu'il autorise plusieurs rendements, plusieurs produits ou bien plusieurs résultats, plusieurs outputs. C'est-à-dire que dans votre mesure de performance, si vous avez output 1, output 2, output 3, vous avez plusieurs résultats. Celui-ci est le mieux adapté alors. Donc, c'est ça. Donc, comme tout à l'heure, nous sommes en train de parler d'efficience, nous avons plusieurs types d'efficience d'ailleurs. Hein? Donc, nous avons l'efficience technique, l'efficience allocative, l'efficience économique. Donc, l'efficience technique, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de la meilleure technologie disponible. OK, en termes un peu plus détaillés, même quand on prend l'efficience technique, nous avons deux manières d'aller. On peut se baser sur les intrants. OK. Donc, cela voudrait dire que notre approche va se baser sur les intrants. Qu'est-ce qui se passe là? Il faudrait alors essayer de minimiser les intrants hein, pour toujours considérer le même output ou bien le même résultat. C'est-à-dire que nous avons le même résultat, mais on essaie de travailler sur la diminution des intrants et le résultat doit rester inchangé. Si on arrive à le faire dans ce cas, on va dire qu'on est efficient techniquement mais basé sur les intrants. Donc, l'autre type d'efficience technique, c'est orienté sur les résultats. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de maximiser les résultats ou bien la production sans toutefois qu'on change la quantité d'intrants. C'est-à-dire que on maintient fixe la quantité d'intrants qu'on utilisait, mais on essaie de se focaliser sur une production maximale ou bien encore additionnelle de produits ou bien de output. Donc, dans ce cas, on va dire qu'on est efficient techniquement, mais basé sur les résultats.
Donc, quand on est en train de parler de l'efficience technique, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, dans notre cas ici, ce que nous allons estimer, c'est l'efficience technique, mais basée surtout sur les résultats, par exemple. Maintenant, on a ce qu'on appelle également efficience allocative. Donc, l'efficience allocative également, on a deux manières aussi d'aller. Mais là, les prix, OK. Ce que je devrais ajouter également avec l'efficience technique, là, on parle des quantités, quoi. Donc, la quantité, on essaie de minimiser dans le cas de l'efficience technique basée sur les entrants, de minimiser la quantité des entrants en maintenant euh, la production fixe. Et dans le cas basé sur, orienté sur les résultats, on essaie de maximiser la quantité de la production en maintenant la quantité des entrants à fixe. Donc ici, quand on arrive au niveau de efficience allocative, comme le nom le dit, c'est l'allocation. Surtout ici, on va parler des prix des intrants et des prix également des produits et que la compagnie, par exemple, produit. Donc ici, nous avons l'efficience allocative basée à deux niveaux également, basée sur le revenu, basée sur les coûts des intrants. Donc, l'efficience allocative basée sur le revenu, c'est là, cette mesure-là qu'une entreprise a de choisir les prix de ses produits de manière à maximiser les revenus, par exemple. Uhum. Donc, ici, une mesure de capacité au niveau de l'efficience allocable basée sur les coûts des entrants. C'est cette capacité-là que l'entreprise a à choisir ses entrants, les prix de ses entrants, de manière à minimiser les coûts, par exemple, de minimiser les coûts. Ça, c'est l'efficience allocable basée sur les coûts. Donc, ici également, pour pouvoir estimer l'efficience allocative, c'est à peu près la même fonction, mais simplement que ici, on va plutôt utiliser les prix des entrants et les prix des résultats, les prix des outputs. Sinon, l'estimation se fait de la même manière. Et nous avons enfin ce qu'on appelle l'efficience économique, qui n'est rien d'autre que la multiplication de l'efficience technique et l'efficience économique. Donc ici, dans notre cas, comme je le disais, c'était une vue d'ensemble sur l'efficience, mais nous allons plus mesurer, on va mesurer l'efficience technique, comme je le disais. Donc, on va essayer de parler un peu plus de l'efficience technique. Donc, l'efficience technique, par exemple, quand nous voulons l'estimer, nous avons à choisir la fonction sous laquelle on veut estimer notre efficience technique. Donc, on a par exemple la fonction Cobb-Douglas et la fonction Translog. Mais généralement, dans la réalité, on ne peut pas se permettre de prendre une fonction Cobb-Douglas ou bien Translog à volonté. On doit faire des tests, comme le test de Likelihood, pour pouvoir permettre de voir, selon les données que nous disposons, quel est celui qui est le mieux à prendre. Donc, dans ce tuto, par exemple, nous allons faire d'abord Cobb-Douglas. Donc, et nous allons faire une autre également vidéo pour parler de translog. Donc, de la manière à ce que ça vous permet de voir comment les deux se font. OK. Également, autre chose, on peut utiliser les données cross-sectionnelles pour faire estimer l'efficience technique. On peut utiliser les données de série chronologique ou bien ce qu'on appelle time series data ou bien les données panel, par exemple. Donc, on a également des vidéos qui parlent des données cross-sectionnelles, des données à time series. Quelle est la différence? Les données cross-sectionnelles, ce sont ces données-là que nous utilisons euh, généralement pour les thèses, c'est-à-dire que bon, on va sur le terrain, on collecte, en une période donnée, on finit, on fait la collecte des données par rapport au ménage. Bon, c'est fini, quoi. Donc, on a plusieurs fermiers ou bien plusieurs producteurs qui participent, ainsi de suite. Mais les données time series panel, ce sont des données qu'on collecte à travers le temps. Généralement, chaque année, sur le même sujet, on collecte, par exemple. Donc, des données qui concernent, par exemple, les données de production d'ensemble d'un pays, par exemple, les données de production d'un pays donné en 1990, 1991, 1992, toujours sur le même pays, sur le même produit égal, par exemple. Donc, nous avons là des données à des time series. OK? Donc, c'est ça la différence. Sinon, il y a des vidéos que nous avons donné des détails entre des données cross-sectionnelles et des données time series. Yeah.
Donc ici, par exemple, le cas considéré, c'est un pays X, par exemple, qui produit du bleu. Et maintenant, on considère ici comme travail et comme intrant la terre, le travail et le capital. Ici, qu'est-ce qu'on appelle ici par capital généralement? C'est ces machines-là, euh, ces machines, c'est les usines. Bon, d'une manière générale, on avait essayé de détailler également ici ce que nous appelons par exemple capital. Nous avons des machines, les équipements, tout ça là. OK, qui sont des intrants pour la production du bleu, par exemple. Donc ici, on va considérer au premier abord la fonction de production Cobb-Douglas. Quand la fonction de production Cobb-Douglas, donc on rappelle ici par exemple que les données que nous sommes en train d'utiliser, les productions, euh, le capital sont obtenus à partir du site de Faustat et sur le travail de ILO State. OK? Donc ici, par exemple, Cobb-Douglas, comment la fonction la même se présente? C'est ça la fonction initiale, Cobb-Douglas, c'est comme ça. X1 représente un intrant, le premier. Bon. X2, un second intrant ici. X3, 3 est le troisième intrant. Nous sommes en train d'utiliser le plus d'intrants possible ici pour, d'une manière ou d'une autre, vous faire présenter un cas compliqué, de la sorte à ce que quand ça devient un cas bon, à deux intrants, vous pouvez toutefois vous en sortir. Donc, Cobb Douglas se présente comme ça, comme fonction. Donc, il faut linéariser ça. Et la forme linéarisée, c'est ça. On applique le ln partout. Donc, quand on applique le logarithme natural logarithme, le logarithme naturel ici, ln de y, bon, c'est ce que ça devient. La transformation devient comme ça. Ici, comme c'est fini par l'exposant et l'exponentielle, quand le ln va venir, ça donne ça devient ce qui est en haut là-bas, l'erreur I. Donc, comme on le disait, cette erreur-là même est une erreur composée. Il y a l'inefficience dedans et il y a une erreur également qui se retrouve là-bas. Donc, ici, c'est comme ça que vous allez disposer vos données pour pouvoir utiliser la fonction SFA. Donc, nous allons également vous montrer normalement quand vous avez des données, comment ça doit normalement se disposer pour que vous puissiez vous en sortir, par exemple. Donc ici, on considère que nous avons le output, le produit. Par exemple, ici, c'est la production du bleu, par exemple. Nous avons également le capital de ces machines-là. Okay? Ici, les, bon, par exemple, le nombre de, peut-être, le travail ici peut être estimé en nombre de personnes également. C'est la quantité, quoi, nombre de personnes ou bien nombre de hommes-jours. Donc, ça dépend de l'unité que vous utilisez. Également, la terre ici, ça peut être en hectares et ainsi de suite. Et la quantité de la terre utilisée. Donc, ici, il faut convertir ces données-là. Uh-huh. Donc, ici, il faut appliquer le logarithme. Comme vous pouvez voir, c'est ln de y qui m'a donné ça. Donc, y, c'était E2. Donc, je fais la même chose pour obtenir les éléments ln de k que j'appelle ici comme capital, ln de L comme j'appelle ici, comment l'appelle-t-on, ln de libre du travail, et ici lnt qui est ln qui est ln de terre par exemple. Donc je dois, quand j'ai mes informations là collectées sur le terrain, maintenant les convertir en appliquant le logarithme. OK, une fois que c'est fait, vous avez les données, c'est cette donnée-là que vous pouvez utiliser pour exécuter le modèle. Uh-huh. Donc ici, à la fin, on retrouve quelque chose comme ça, par exemple, ln de y, ln de k, ln de ln de t, bon, et nous l'avons. Bon, autre chose que vous pouvez ajouter, par exemple, ici, par exemple, vous pouvez ajouter, si vous voulez voir l'impact, hein, l'impact d'une variable. Par exemple, ici, on veut voir si le changement climatique a une influence sur l'efficience technique des producteurs, par exemple. Donc, très souvent, on utilise comme l'expérience aussi, on peut utiliser l'expérience, on peut toutefois utiliser euh, la distance par rapport au marché. Donc, quelque chose comme ça. Donc, une fois que j'ai quelque chose comme ça, je peux toutefois me permettre de faire, d'utiliser mon stochastic function analysis pour estimer l'efficience. Donc, bon, je vais dans Stata. Donc, je fais la copie, par exemple.
Et je vais dans mon Stata. OK, j'ai mes données dans Stata maintenant. Donc, je peux toutefois exécuter mon modèle. Donc, la commande, c'est sfcross. OK, quand nous sommes en train d'utiliser les données, cross-sectional datasets cross. OK, comme je le disais, la vidéo prochaine sera la vidéo sur les données des panels, bien temps série d'état. Maintenant, à ce moment, la commande va changer, par exemple. Donc, ici, nous allons également notre variable dépendante ici, c'est lny. OK, et les autres variables, c'est lnk, capital ln comme label, lnt comme length. OK. Donc ici, il faut préciser le modèle que nous sommes en train d'utiliser. Donc le modèle, c'est ici. Donc on précise que c'est cette manière de faire ça, c'est Cobb Douglas. OK? Donc le modèle ici. Donc ici également, il faut donner l'orientation de technical efficiency que nous voulons obtenir. C'est basé sur les résultats. Donc on met output O. C'est O que je mets. L'orientation basée sur le résultat. Donc, je mets O. Donc, je continue. La distribution ici, je vais prendre la distribution truncate normale. On a plusieurs distributions. On a la distribution normale, half normale, et ainsi de suite. Mais la distribution truncate normale ici nous permet d'avoir en même temps, par exemple, quand j'ajoute les facteurs, le facteur comme changement climatique, je veux voir l'influence du changement climatique sur l'efficience technique des producteurs. En même temps, je peux voir en même temps tous les résultats. C'est le rôle de la discussion quand nous sommes en train d'utiliser à ton catalogue normal. Ça nous permet d'avoir tous les résultats. Mais avec d'autres à distribution, on est obligé alors d'exécuter deux fois, faire le deux stades ou bien tout step avant de pouvoir obtenir ce que nous voulons. Donc ici, j'ajoute le facteur que je voudrais voir l'efficience si par exemple ça influe sur l'efficience technique des producteurs. Donc, j'espère que j'ai fini. Par exemple, je peux exécuter maintenant. OK, on attend que ça va nous donner. Mhm. OK. Comme je vous disais, ça utilise la méthode de likelihood. Donc, ça donne des itérations par rapport à likelihood et nous avons le résultat, par exemple. Donc, nous avons LNK, LNL, LNT. Donc, ici, par exemple, le facteur, par exemple, que j'ai ajouté, le facteur changement climatique, c'est ici qu'on voit le résultat de ça. Donc, ici, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est négatif. Quand c'est négatif, c'est déjà bon, par exemple. Donc, nous pouvons toutefois dire, sans toutefois, on n'est pas en train de parler de p-value. Bon, si c'était le p-value était inférieur à 5%, on va dire que c'est signifiant. Ce n'est pas signifiant ici, mais on va essayer de donner l'interprétation au cas où vous vous rencontrez quelque chose qui est signifiant. Quand c'est négatif, c'est bon. Cela voudrait dire que ici, parce que ça estime l'inefficience, cela voudrait dire que le changement climatique, par exemple, le changement climatique ne joue pas sur l'efficience technique des producteurs en question où nous avons collecté les données, par exemple. OK? Donc, quand c'était positif, si c'était positif, on allait dire, par exemple, le facteur que la variable que nous avons ajoutée comme changement climatique a une influence sur l'efficacité des producteurs. Mais ici, bon, c'est juste une interprétation, bien sûr que le p-value n'est pas signifiant, mais au cas où ça devenait signifiant. Donc, c'est quand on l'a ajouté, on peut essayer de voir ça ici. Donc, ici, parce que ici, nous sommes en train d'estimer l'efficience technique. Tout ce qui est là-bas, ce qui nous importe, c'est l'efficience technique que nous sommes en train de calculer. Donc, je fais plus d'ici, qui est l'MS, OK, pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, avoir les scores d'efficience là, dont on parlait. Donc, comme vous pouvez voir, c'est écrit technical efficiency. On peut aller voir. Donc, ce sont les scores d'efficience technique ici. Donc, il faut toutefois vous rappeler également que l'efficience, on dit que
une compagnie, une ferme ou bien une unité de décision est totalement efficiente quand le score est 1. Mais quand c'est 0, c'est totalement inefficient. Donc, vous comprenez, toutes les valeurs doivent être comprises en 0, 1, 1, par exemple. On va également essayer de voir, bon, faire le résumé de toutes ces histoires-là. On va mieux parler. OK, donc c'est ça. Nous avons 22 unités de décision, par exemple, et dans l'efficience minimale, par exemple, ici. Wow. Ici, la moyenne efficience, c'est 0,99. Vous voyez, la manière dont c'est tellement proche de 1. Donc, cela voudrait dire que moyennement, ici, par exemple, moyennement, une ferme, OK, moyennement, ou bien une ferme quelconque, il y a ici, parce que nous sommes en train de faire avec les données cross-section data, cela voudrait dire que, par exemple, nous avons pris des données, collecté des données auprès de plusieurs fermes. Donc, moyennement, une ferme quelconque est en train d'opérer à presque à 0,1% de la production maximale. OK. Donc, cela voudrait dire qu'il reste seulement 0,1% pour que une ferme quelconque ait une production en utilisant l'efficience technique maximale, c'est-à-dire la manière dont la ferme, généralement, une ferme moyenne ici, par exemple, à 0, est en train d'opérer à 0,1%. 0,1% de l'opération maximale qu'elle peut d'une manière ou d'une autre faire pour être efficient techniquement. Donc ici, on peut voir que, par exemple, le TI minimal, c'est 0,99, le TI maximal, c'est 0,98. Toujours, hein? Donc, c'est juste une légère différence. Donc, presque tous les fermes ici, vraiment, sont techniquement efficients. C'est ce que ça voudrait dire. Si on dit que tu es complètement efficient, c'est 1. Mais maintenant, là, moi-même, c'est 0,99. Le maximum, c'est 0,89. Le minimum, c'est 0,89. Ils sont presque tous complètement efficients. On va dire que tous les fermes ici, toutes les fermes ici sont efficientes et maintenant sont presque totalement efficientes, presque tous. Bon, dans la réalité, je pense peut-être que dans la réalité, avec de vraies données, construction d'état, bon, c'est un peu rare de pouvoir avoir toutes les fermes efficientes comme ça, efficientes comme ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, si on veut voir l'efficience de chaque ferme, c'est ici là que Technical Efficiency Score est est généré. Donc, chaque ferme, on peut également venir ici prendre un à un pour pouvoir voir. Donc, en d'autres termes, c'est comme ça qu'on calcule l'efficience technique. Donc, ici, par exemple, on se base sur les quantités. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand on vous appelle pour pouvoir évaluer la performance d'une entreprise, ou bien quel que soit, donc très souvent, la meilleure méthode, c'est l'efficience. Et maintenant, vous pouvez décider de calculer par l'efficience technique si vous voulez voir comment c'est géré. Et maintenant, l'efficience allocative également, donc associée. Et à la fin, vous pouvez accumuler pour pouvoir donner l'efficience économique. Donc, d'une manière générale, quand on dit, par exemple, d'évaluer la performance de quelque chose et en se basant surtout sur l'efficience, c'est ce qu'on fait, par exemple. Donc, comme je vous le disais, en fonction de ce que vous avez comme output et input, vous pouvez utiliser la méthode de EA ou bien la méthode stochastique frontière que nous venons d'utiliser. Donc, abonnez-vous surtout à notre chaîne. On aura des vidéos sur comment utiliser Transform Function, par exemple, également. Ici, c'est cross-sectional Cobb-Douglas et cross-sectional data. On aura également la vidéo sur comment utiliser Cobb-Douglas data avec des données de time series ou bien des panels. Donc, abonnez-vous surtout. Et nous espérons que cette vidéo va beaucoup vous aider. Merci beaucoup pour votre temps. Vous pouvez toutefois nous contacter également au cas où vous voulez plus d'explications, vous voulez vous faire former. Donc, non seulement Stata, il y aura des vidéos sur comment le faire avec A et les autres comme Python également, les autres softwares. Donc, vous voulez également avoir, si vous voulez avoir une base sur les analyses statistiques, comment utiliser ces logiciels de traitement des données, ainsi de suite, contactez, vous pouvez toutefois nous contacter. Merci beaucoup.